Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 32. Nous sommes vendredi 25 janvier. Dans le journal ce soir, on parlera d'éthylotest. Après la déclaration hier de Manuel Valls, l'entreprise Ethylo à Rosières-près-Troyes ne sait pas trop à quel sens vouer pour son avenir. Se développer ou attendre que les tests deviennent obligatoires, le gérant reste prudent. Hébergement et formation sur un même site, les adolescents placés au centre de Rosières-près-Troyes peuvent sortir avec un diplôme en poche. Grâce à des filières adaptées, c'est l'un des rares établissements du genre dans la région. Et du foot, enfin, l'Estac reçoit le Stade brestois samedi à 20 h. Les Troyens devront donner le meilleur du même et vaincre les Bretons au Stade de l'Aube. Sinon, le retour en Ligue 2 sera sérieusement à envisager. Et pas beaucoup plus réjouissant, on commence ce journal par les chiffres du chômage annoncés en fin d'après-midi. Ils sont en hausse. Fin décembre, on comptait 1% de personnes sans emploi en plus dans l'Aube par rapport à fin novembre 2012. Mais ça n'est pas la pire augmentation dans la région. La Marne et la Haute-Marne ont 1,3 et 1,7 demandeurs d'emploi supplémentaires sur la même période. Au niveau de la région, la moyenne est donc de 1,1% en plus, soit 68 839 demandeurs d'emploi inscrits. Les chiffres nationaux sont quant à eux stables, mais un point positif, certains secteurs ou entreprises recrutent dans l'Aube. Nigloland a par exemple besoin de 150 personnes pour sa saison 2013, à des postes variés, vendeurs, magasiniers, opérateurs d'attractions, responsables de salles et plein d'autres. Aussi, la taille des vignes s'annonce et les ouvriers saisonniers sont là aussi recherchés. En tout, 717 offres d'emploi dans l'Aube sont disponibles auprès de Pôle emploi. Les éthylotests ont permis eux aussi de créer des emplois dans le département. Reste à faire en sorte qu'ils soient pérennes. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a encore repoussé hier la date à laquelle ils deviendront obligatoires dans les véhicules. Il veut attendre le feu vert du Conseil national pour la sécurité routière, le CNSR. Mais pour Ethylo, une entreprise de Rosières-près-Troyes, cette nouvelle décision est quelque peu inquiétante. Pour l'instant, le gérant de la société reste dans l'expectative. Adeline Bantouel l'a rencontré ce matin. L'été dernier, lorsque Bertrand Germain a appris qu'il serait bientôt obligatoire d'équiper sa voiture d'un éthylotest, ce chef d'entreprise de 36 ans a décidé de se lancer dans le matériel électronique portatif. Aujourd'hui, le patron d'Ethylo n'est pas plus inquiet. Pour lui, cette annonce du ministre de l'Intérieur n'est qu'un simple report de l'entrée en vigueur de la loi sur les éthylotests. Je pense que l'annonce qui a été faite par le ministre de l'Intérieur ne change fondamentalement rien sur le sujet éthylotest aujourd'hui. Il a simplement acté quelque chose auquel tout le monde s'attendait. Aujourd'hui, on a des acteurs associatifs qui siègent au sein du CNSR qui sont favorables à cette mesure. C'est une mesure de bon sens. Le président lui-même du CNSR, M. Young, est également favorable à cette mesure. Je ne suis pas préjugé des conclusions du CNSR, mais on a plutôt des signes positifs qui peuvent laisser penser que cette mesure serait confirmée. Fabricant et distributeur à la fois, Ethylo a tout de suite trouvé de nombreux distributeurs. Mais, depuis le 27 novembre, date à laquelle le gouvernement a repoussé cette mesure une première fois, ceux-ci se montrent de plus en plus réticents. C'était des réseaux très demandeurs, ce sont devenus des réseaux extrêmement frileux du fait de l'hésitation des pouvoirs publics sur ce sujet. Et donc, si demain cette mesure était confirmée, ça redeviendra des réseaux extrêmement demandeurs. Les principaux réseaux de distribution automobile en France sont très impliqués dans la mise à disposition de ce type de produit auprès du consommateur. Même s'il est confiant, Bertrand Germain ne cache pas l'inquiétude et la difficulté de développer ses éthylotests et son entreprise dans ces conditions. Ça génère un manque de sérénité et on a du mal à se projeter dans l'avenir parce que, si vous voulez, quand vous êtes à la fois en train de lancer un super produit et puis de l'autre côté en train de vous dire mais ça se trouve dans 3 mois je ne serai plus là pour en assurer le développement, c'est un peu perturbant. Inquiets, les salariés regrettent le manque de continuité des pouvoirs publics. En cas d'abandon de la loi, une douzaine d'employés au bois pourraient être menacés. Et toujours à Rosières-près-Troyes, direction le centre éducatif et d'insertion professionnelle. C'est un centre à la fois d'hébergement pour des jeunes placés par la justice ou l'aide sociale, mais qui propose aussi sur place des formations qualifiantes. CAP cuisine, menuiserie, horticulture ou autre. Il n'y a que 2 établissements dans la région à proposer ces cursus adaptés aux jeunes qui ont pu décrocher du système scolaire à une époque. On a visité les lieux il y a quelques jours.
Le centre éducatif et d'insertion professionnelle de Rosières-près-Troyes, le CEIP, accueille environ 70 adolescents. Ils ont été placés ici par la justice ou l'aide sociale à l'enfance. Le CEIP est le seul établissement du département à héberger et former les jeunes dans un même lieu. Les domaines sont variés, peinture, sculpture, menuiserie, horticulture. Les 12-14 ans touchent à tous les métiers dans une section découverte avant de trouver leur voie. C'est difficile parce qu'il faut susciter l'intérêt pour qu'ils puissent justement adhérer à ces métiers-là. Alors bien souvent c'est des exercices ludiques, donc là ça passe beaucoup mieux. Par exemple, en maçonnerie, on va faire un château fort en briques par exemple, donc ils vont quand même maçonner, mais ça sera quand même ludique. Les plus âgés préparent eux un CAP pour à terme quitter le centre avec un diplôme en poche, un atout pour des jeunes souvent inadaptés aux formations classiques ou en situation d'échec scolaire. Ils ont la phobie de la classe, entre guillemets, ce qui fait que nous, on évite de les reposer des heures durant. On essaie avant tout de les faire participer, au milieu de la cuisine à travers différents postes, que ce soit entrée, plat, entremets, à travers leur réalisation, on essaie de les valoriser. Raviver l'estime de soi, s'épanouir, c'est le but de ces ateliers. Les jeunes sont pris en charge ici du matin au soir. Ils sont hébergés dans 6 groupes de vie, composés d'une douzaine de jeunes pour 3 éducateurs spécialisés. Le but est de créer des relations de confiance, mais la vie en communauté n'est pas toujours facile. Pour certains jeunes, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un passé, il y a une histoire familiale derrière qui est très pesante. Ce qui est important, c'est de créer une dynamique de groupe. C'est de montrer aux jeunes qu'effectivement, bon, il est placé, c'est peut-être difficile, mais en tout cas, on va essayer de lui donner un maximum de moyens pour qu'il puisse s'en sortir. Je crois qu'il est essentiel dans des structures d'accueil spécialisées comme le nôtre d'apporter au maximum de la convivialité et de faire en sorte que les jeunes se sentent bien dans un établissement où ils dorment, ils mangent. C'est vrai que la quotidienneté fait partie aussi de l'outil des éducateurs spécialisés. Et donc le tutoiement est lié à la personne, à ce qu'on ressent avec eux et dans la construction du lien. Une fois le lien établi entre l'équipe professionnelle et le jeune, il est plus facile de travailler ensemble pour mettre en place un projet de vie et d'avenir. Être ici et avoir un cadre, je préfère, même si j'ai pas eu souvent ce discours-là. Je veux dire qu'en arrivant ici, on était en mode rébellion, je veux dire, on a tous été comme ça, mais après quand on prend un peu de maturité, quand on grandit un peu, on se dit qu'ils nous apprennent quand même à comment vivre, comment être à l'extérieur, comment se préparer à la vie de l'extérieur. Pour moi, c'est pas un inconvénient de vivre dans cette bulle pour l'instant, tant que si ça peut m'aider pour l'avenir. Sofiane va passer son examen en cuisine à la fin de l'année. En moyenne, au CEIP, 8 jeunes sur 10 obtiennent leur diplôme. Ils parlent anglais et français, ils ont entre 10 et 14 ans. Une dizaine de jeunes américains ont passé 2 semaines dans l'Aube. Leurs correspondants français iront d'ici quelques mois leur rendre visite à Saint-Paul dans le Minnesota. Mais il va falloir d'ici là travailler leur anglais. Les jeunes américains sont eux déjà presque bilingues parce qu'ils ont une bonne partie de leurs cours généraux dispensés en français depuis l'équivalent du CP. Écoutez les précisions de l'une des professeurs américaines et les réactions d'Olivia et Mathéo. Ils sont au micro d'Adeline Bantwell. Vers les 2e année ou 3e année, disons CE1, CE2, il y a des élèves qui savent déjà très bien lire en français et en anglais. Et c'est le but. Le but de l'immersion, c'est de pouvoir être bilingue en français et en anglais. On a visité hier 3. Et les enfants ont bien sûr adoré faire le shopping. Vivre avec une famille d'accueil française, donc ça leur permet de connaître aussi la culture et de vivre avec d'autres personnes qui parlent français. En avril, les enfants français vont venir chez nous. Eux aussi vont aller vivre dans des familles d'accueil pour apprendre l'anglais. Je pense qu'ils peuvent avoir la même expérience que nous et c'est une très bonne expérience. Lui parle français, moi je parle franglais. Donc je parle moitié français, moitié anglais. Là je vais beaucoup bosser mon anglais pour essayer d'être comme eux là-bas. L'opération Easy Gaz, c'est une convention signée aujourd'hui entre la municipalité troyenne et GDF Suez. À partir de février et jusqu'à la fin de l'année, entre 3 et 4 000 locataires des bailleurs sociaux vont recevoir la visite de médiateurs embauchés par Régie Service. Le but, vérifier la sécurité des installations de gaz et informer les familles sur les équipements existants pour essayer à terme de réduire leurs factures. Écoutez Blandine Moquin, déléguée régionale GDF Suez, et Marc Brett, adjoint au maire de Troyes en charge du développement durable. Ils sont au micro de Damien Ardois. L'opération consiste à sensibiliser les locataires à la sécurité intérieure gaz et aussi de se servir de cette occasion pour les
informer également sur les économies d'énergie et étudier avec elles de nouveaux réflexes à mettre en place. Notre enjeu, c'est qu'on soit très actif dans cette diminution de la précarité énergétique et donc on travaille de concert avec la collectivité et les bailleurs pour atteindre cet objectif. C'est vraiment très très important puisque l'enjeu, lorsque le prix de l'électricité ou du gaz augmente de 5 à 8% bon an mal an depuis plusieurs années, l'enjeu il est naturellement financier et là je veux dire on va donner vraiment de l'information, du conseil, une vraie plus-value à toutes ces familles qui pour certaines rencontrent des difficultés sur le plan économique et social. Et en bref maintenant, les paysages champenois ne vont pas figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout cas, pas tout de suite. Les ministres de l'écologie et de la culture ont retenu 2 autres dossiers pour janvier 2013, notamment la chaîne des Puys en Auvergne et la grotte Chauvet en Ardèche. Mais le projet Coteaux, Maisons et Caves de Champagne pourra retenter sa chance en 2014. Et on finit par du football. L'Estac reçoit le Stade brestois samedi au Stade de l'Aube. Un match crucial pour cette 22e journée de championnat de Ligue 1, car Brest est un concurrent direct dans la course au maintien. S'il s'impose ce week-end, les Troyens n'auront plus qu'à envisager la descente en Ligue 2 si les Brestois s'imposent. Le reportage de David Mutel. Pour Jean-Marc Furlan, le match aller contre Brest laisse un grand regret. L'équipe troyenne s'était inclinée au stade Francis Leblay à la dernière minute sur un but de Geoffrey Dernis. Clin d'œil du destin, c'est Mounir Robadi parti pour Monaco mercredi qui avait réduit le score. Un départ encore douloureux pour le coach troyen. C'est vrai que le départ de Mounir est pour moi un choc terrible. Depuis 3 jours, c'est très difficile jour et nuit de s'en remettre sur le plan purement à la fois humain et technique. Maintenant, ce qui est magique avec le football, c'est que il y a toujours du sang neuf, ça se renouvelle et puis ça génère d'autres interactions entre les hommes et d'autres ressources, donc il faut être positif. Évidemment, ce remaniement n'est pas sans conséquences pour Jean-Marc Furlan, contraint de revoir son système de jeu avec le départ de Mounir Robadi. Contre Brest, il utilisera un milieu de terrain déjà expérimenté contre Reims, c'est-à-dire Ngoyi, Othon, Darbion, Camus et Nivet. Il faut innover le moins possible. Il faut reprendre ce qu'on a déjà fait, une vieille recette qui a marché, on la met en place. À Reims, on a gagné avec un milieu de terrain qui ressemblait beaucoup à un élément près à ce qui se fait jusqu'à maintenant. L'élément, c'était Mounir. Donc, mais on a gagné. Donc ce que je proposais à mon staff, c'est de remettre un milieu de terrain. Je ne crois pas on n'est pas dans une situation où on doit innover. On doit prendre 3 points pour pouvoir continuer à exister et se dire repousser l'échéance. En revanche, du côté de la défense bleu et blanc, le débat entre Jarja et Saunier aux côtés de Bréchet n'a pas lieu d'être pour le coach Aubois. Le bilan des buts encaissés avec Jarja ou Saunier est le même. Ici, Saunier ne jouait pas contre Rennes, quand on gagne 2-0 et qu'on perd 3-2. Donc après, c'est selon des gens qui aiment ou aiment moins. Mais je suis très satisfait de Saunier et je suis très satisfait de Jarja. Contre Brest, un autre résultat que la victoire sonnerait le glas des espoirs de maintien. Ce serait aussi une manière de montrer aux supporters troyens que l'Estac sait aussi gagner sans son capitaine. Et par ailleurs, en Coupe de France, les Troyens passent les étapes avec brio. Après leur victoire contre les Vendéens de Fontenay-le-Comte mardi, ils affronteront Sochaux au prochain tour. Il devrait avoir lieu le 26 ou 27 février. Et toujours en foot, vu l'état des terrains et la météo, ce week-end, les matchs de district et du Folep seront annulés. Leur département est reporté à des jours meilleurs. Parce qu'on passera par tous les temps, ou presque, un peu de neige samedi matin. Les températures monteront doucement au cours de la journée. Dimanche, il fera jusqu'à 8 degrés, mais il devrait pleuvoir, beaucoup pleuvoir. Cécile Rich vous donnera les détails dans un instant. Je vous souhaite tout de même un bon week-end et à bientôt sur Canal 32.